L'Ardéchoise 2017. 326 km, 5700 mètres de dénivelé en 3 jours. L'Ardéchoise, c'est une course cyclotouristique. On est 16 000 vélos sur la route. La route est à nous, c'est super. Qu'est-ce que je suis essoufflée? Je suis d'autant plus essoufflée que j'ose pas faire trop de bruit quand je respire. Il paraît que c'est un truc de fille, ça, de pas faire trop de bruit. Vous savez qu'en 1928, aux premiers Jeux Olympiques où les femmes sont autorisées à concourir, à la fin de l'épreuve du 200 mètres, on trouve que les femmes sont trop transpirantes, trop essoufflées. Alors, on va supprimer l'épreuve pour les femmes pendant 32 ans. Ça fout la pression quand même, hein. Alors moi, pour tout dire, il n'y a pas que quand je pédale que j'ai du mal à respirer, quand je parle aussi. Je parle. J'oublie de reprendre ma respiration et je finis en apnée. Alors le challenge pour moi ce soir, ça va être de penser à reprendre ma respiration. Parce qu'il paraît que quand on écoute une personne qui oublie de respirer, ben on finit en apnée avec elle. Alors du vélo, moi j'en fais depuis que je suis toute petite. J'ai d'abord eu un petit vélo vert à roulettes et là je tournais en rond dans les couloirs autour de la cuisine. Et puis ensuite j'ai eu un petit vélo rouge sans roulettes et là je tournais en rond dans la petite rue, l'impasse qu'il y avait derrière chez mes parents. Et puis j'ai eu un vélo de grande et là je pouvais aller voir mes copains et mes copines dans les villages voisins. Moi j'avais pas de mobilette. Et puis ensuite je suis partie en ville avec mon vélo pour faire des études. Et là, je fonçais. Je fonçais pour aller aux réunions du syndicat étudiant. Je fonçais pour aller voir des concerts. Je fonçais pour aller travailler au centre de loisirs. Je fonçais pour aller à la fac. Et c'est vrai que quand tu fonces, t'as moins le temps de te faire emmerder. Et puis après, je suis retournée vivre à la campagne. Et là, le vélo, c'est devenu plutôt une activité de loisir, une activité sportive. Moi, j'aime bien me sentir un peu forte, un peu dense. J'ai des origines paysannes du côté maternel. Et ma grand-mère, elle n'avait pas tout à fait le même rapport au corps que ce qu'on peut voir dans les magazines féminins. Quand j'allais la voir pour m'accueillir, comme ça qu'elle faisait. Une manière de vérifier que j'étais bien ancrée, bien solide, et ça laisse des traces. Alors moi, ce que j'aime bien dans le vélo, c'est que c'est une activité relativement simple. Une fois que tu as appris à pédaler, bah, tu continues. Tu pédales. Les paysages défilent, les pensées aussi. Alors c'est vrai que pendant l'Ardéchoise, comme on était 16 000 sur les routes, mes pensées ont été parfois un peu parasitées. Mais avant de vous raconter ces petits parasites, il faut que je vous avoue quelque chose. C'est que je suis féministe. Alors, c'est pas un truc qui m'est venu d'un coup, hein. C'est quelque chose qui est venu progressivement. Je m'en suis vraiment rendu compte au milieu des années 90. Je ne sais pas si certains et certaines d'entre vous ont vu le film Matrix. Dans ce film, le personnage principal, Neo, va avoir le choix entre prendre une pilule rouge qui va lui permettre de comprendre la réalité qu'il vient de découvrir ou de prendre une pilule bleue qui va lui permettre de tout oublier, de continuer à vivre sans conscience. Et bien, c'est un peu une expérience de cet ordre-là que j'ai vécue dans les années 90. J'ai eu le choix entre aller expérimenter la non-mixité entre meufs féministes ou ne pas y aller. Et comme je suis curieuse, j'y suis allée et ça a complètement bouleversé ma manière de comprendre le monde et ma place dedans. Ça m'a permis de prendre conscience de 3 choses, très vite. La première chose, c'est que j'étais une femme. Parce que moi, jusque-là, pour moi, une femme, c'était gnangnan, forcément préoccupée que par son apparence, une langue de vipère, fragile. Enfin, pour moi, une femme, c'était forcément trop quelque chose, quoi. Trop coincée ou trop salope. Alors, j'avais un peu du mal à m'identifier à ça. D'ailleurs, j'avais développé pas mal de stratégies pour pas avoir l'air d'une femme. J'étais toujours celle
qui, quand il y avait des balles, quand c'était le moment du pogo, comme ça, au milieu, pour bien montrer que moi, j'étais pas fragile. J'étais aussi celle qui finissait toujours les paquets de gâteaux, les plats de pâtes, pour montrer que moi, j'en avais rien à foutre de faire des régimes. Mais je me rendais bien compte que les réactions n'étaient pas tout à fait les mêmes que quand c'était des gars qui faisaient ça. Et à ce moment-là, dans les années 90, j'ai rencontré des personnes qui, comme moi, avaient du mal à s'identifier à ce qu'on peut appeler des stéréotypes sur les femmes et qui faisaient l'expérience d'être assignées à cette place-là. Alors nous, on disait qu'on faisait partie de la classe des femmes. La deuxième chose que j'ai réalisée, c'est qu'à côté de cette classe des femmes, il y avait une classe des hommes. Et qu'il y avait plein de gars autour de moi que je pensais être des alliés, qui avaient accès à un certain nombre de privilèges auxquels moi, je n'avais pas accès, et qu'ils n'en avaient pas forcément conscience. Et que ça allait être compliqué de transformer les choses sans les bousculer un petit peu. La troisième chose, c'est que j'ai réalisé que pour que cette classe des femmes et cette classe des hommes existent avec des hommes qui bénéficient de privilèges liés à l'exploitation de cette classe des femmes, c'est parce qu'il y avait une organisation sociale assez complexe qui nous traversait tous et toutes, qu'on le veuille ou non, qui traversait nos corps, nos manières de bouger, nos manières de penser, de parler, d'être en relation les uns les unes avec les autres, et que cette organisation sociale, elle avait un nom, ça s'appelait le patriarcat. Alors, très vite, ça a modifié le regard que je me suis mis à porter sur les femmes de mon entourage. Je me suis mise à les écouter, et je me souviens d'une anecdote que m'a racontée ma maman à cette époque-là. Quand j'étais petite, dans les années 70, mes parents avaient décidé de mettre en place un tableau de répartition des tâches ménagères. Alors qui est-ce qui va faire les courses, à manger, le ménage, etc. Quand ? Et c'est vrai que c'est assez pratique parce que ça permet de libérer toute une partie de ce qu'on appelle la charge mentale, de penser un peu à tout ce qu'il y a à faire, qui est souvent porté essentiellement par les femmes. Alors ce tableau, il était affiché dans la cuisine. Et puis, à chaque fois qu'il y avait des amis ou de la famille qui passaient, il y avait une personne pour faire une petite réflexion. Soit à mon papa, dis donc, le pauvre René, une femme qui lui serre la poigne comme ça. Ou bien à ma mère, dis donc, t'as de la chance d'avoir un mari comme ça. Enfin, tout un tas de réflexions qui n'étaient pas méchantes, mais suffisamment inconfortables pour que ce tableau des tâches disparaisse assez rapidement. Moi, j'en ai aucun souvenir. Alors, on en est où aujourd'hui ? Aujourd'hui, on sait que 80% du travail ménager est pris en charge par les femmes. Et puis, il y a l'INSEE qui fait aussi des statistiques pour calculer le temps de travail quotidien autour du travail domestique pour les femmes et les hommes. Alors, on arrive à 3h30 quotidien pour les femmes. Le travail domestique, ça inclut le travail ménager, dont j'ai parlé juste avant. Mais on y rajoute aussi tout ce qui est autour de la prise en charge des enfants et des activités de bricolage. Alors on arrive à 3h30 quotidien pour les femmes, ça fait à peu près un mi-temps, et on arrive à presque 2 heures pour les hommes. Alors comment on fait pour en arriver à 2 heures pour les hommes ? Alors c'est tout simple. Si par exemple, Richard, quand il rentre du boulot, il a hyper envie d'aller nettoyer ses têtes de Delco, et qu'il va s'enfermer dans le garage, en écoutant une émission de radio et qui nettoie ses têtes de Delco. Et que pendant ce temps-là, Catherine, elle s'occupe des 3 enfants, de leur faire à manger, de les accompagner dans leurs devoirs, mais aussi par exemple, prendre rendez-vous avec le médecin, parce que bien sûr, le petit dernier, il démarre le basket mercredi, il a besoin d'un certificat médical, et puis aussi qu'elle répond à sa belle-sœur, parce que bien sûr, Richard, lui, il en a rien à foutre de parler avec sa sœur, on leur compte 1 heure chacun. Voilà. Alors, moi, ça me rappelle une blague qu'on faisait dans les années 90. Vous savez comment les hommes nous aident pour faire le ménage ? Ils lèvent les pieds pour qu'on puisse passer l'aspirateur. Bon, alors voilà, ça a modifié le regard que je me suis mis à porter sur les femmes de mon entourage. Et puis, ça a aussi fait que je me suis mis à voir le patriarcat de partout. Par exemple, quand j'étais
assise dans le métro, les jambes bien serrées, pour laisser la place à Richard. Et puis quelques années plus tard, quand un jour mon fils rentre de l'école maternelle et me dit « Maman, quand on est un petit garçon et qu'on s'est fait très mal, on a bien le droit de pleurer ?» Bah bien sûr mon chéri qu'on a le droit de pleurer. On a le droit de pleurer si on s'est fait très mal, on a aussi le droit de pleurer des fois qu'on s'est fait un petit peu mal, des fois on pleure juste parce qu'on est triste, des fois même on pleure de joie, et puis des fois on pleure, on ne sait pas pourquoi. Et c'est pas grave parce qu'après ça fait du bien. Mais c'est vrai que tout le monde ne pense pas comme moi. Et quand on est un garçon, finalement, c'est pas facile de partout de pleurer. Quand il était encore bébé, Xavier, voyant sa mère qui pouponnait son cadet, voulant tout faire comme maman, tendrement, langeait berçait son ourson, sans façon. Vous voyez, il était bien disposé. Mais les amis, mais les parents, apprenant qu'il était tendre et maternel, lui rebelle de tomber à bras raccourcis, sans merci, sur la pauvre maman tranquille, malhabile. Vous voyez, elle n'y avait pas pensé. Ils lui prédirent avec terreur, quelle horreur, qu'il allait être, paraît-il, pas viril, et qu'il fallait mettre aussitôt une auto dans les mains de ce petit mal anormal. Vous voyez à quoi on peut échapper. Mais Xavier n'a pas protesté, pas pleuré, a enveloppé vaille que vaille la ferraille dans le mouchoir de sa maman, tendrement, et il a fait faire dodo à l'auto. Vous voyez, il fallait bien s'inquiéter. Je dois pourtant vous rassurer sur Xavier, il a passé sans avanie son permis, ses sentiments pour son auto sont normaux. Tous ne peuvent pas en dire autant, bien souvent. Vous voyez, tout finit par s'arranger. Anne Sylvestre, autrice, compositrice, interprète. Ah là là. Moi j'ai grandi avec ces fabulettes et puis les histoires de la petite Josette. Mais il a fallu que je rencontre des féministes pour découvrir qu'elle avait un répertoire pour adultes pas piqué des vers. Ah, ces féministes, c'est cette pilule rouge que je me trimballe depuis. Merci. 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 Alors, ce qui est super sympa à l'Ardéchoise, c'est qu'il y a nos prénoms sur nos dossards. Alors, au début, vas-y Laure, courage Laure, super Laure. Moi, je trouvais ça vachement sympa. Et puis, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que tous les gars qui étaient devant ou derrière moi, personne ne les encourageait. Patriarcat. Mais qu'est-ce qu'on veut me dire? Alors, moi, ni une ni deux, je me suis dit, c'est dégueulasse. Le prochain que je double, je l'encourage. Ah, Richard. Et puis, il n'y a rien qui est sorti. En fait, au moment où je l'ai doublé, je me suis dit que déjà, pour un gars, se faire doubler par une nana, ça ne devait pas être facile. Alors, si en plus, je rendais ça visible par des encouragements, mes encouragements risquaient d'être vécus comme une humiliation. Alors attention, je ne dis pas que tous les mecs que j'ai doublés, il n'y en a pas eu tant que ça, ils seraient forcément sentis humiliés. Par contre, ce qui est sûr, c'est que moi, j'avais suffisamment intériorisé la peur de les humilier pour ne pas être capable de les encourager. Alors, ça vaut le coup de préciser peut-être que quand en biologie ou en sociologie, on essaye de décrire un système, on crée un modèle où on va décrire ce qu'on observe de manière plus courante.
Et du coup, moi, je vais parler pas mal de la catégorie sociale des hommes, des femmes, mais forcément, les réalités sont plus complexes. D'abord, parce qu'on est des individus singuliers, qu'on a notre propre histoire, qui fait qu'on a pu échapper ou accéder à des choses qui nous ont permis de nous émanciper de nos constructions. Et puis aussi parce qu'on est traversé par d'autres systèmes. Celui des classes sociales, par exemple. Ou encore, est-ce que je suis blanche ou noire, bénéficiaire ou victime du racisme? Est-ce que je suis valide ou non? Alors, tout ça pour dire que c'est possible qu'on ne se reconnaisse pas tous et toutes dans ce que je vais raconter. Parce que la réalité est plus complexe. Mais moi, si j'ai pas réussi à les encourager, c'est quand même parce que ça s'inscrit dans une histoire un peu longue. Le vélo a été inventé en 1850. À cette époque-là, il y a des médecins moralistes qui disent que l'activité physique, c'est très mauvais pour les femmes. C'est mauvais pour leur santé physique, c'est mauvais pour leur santé mentale. Alors, quand même, quand ils parlent des femmes, ils parlent quand même plutôt des femmes blanches issues de la classe bourgeoise, parce que pour les ouvrières, les paysannes, les femmes noires qui se font exploiter physiquement, on ne tient pas tout à fait le même genre de discours. Mais ça ne va pas empêcher, alors on dit que c'est mauvais pour leur santé, et on ne sait jamais. Si jamais ça les rendait stériles de faire du vélo, et puis si jamais elles prenaient du plaisir en frottant leur sexe sur la selle, bon, voilà, du coup, vraiment, c'est mauvais le vélo pour les femmes. Mais ça ne va pas empêcher certaines femmes d'accéder à la bicyclette. Et c'est comme ça que Annie Cohen-Kopchowski va partir faire le tour du monde en vélo. Elle est la première. Alors Annie Cohen-Kopchowski, elle est d'origine lettonne. Elle va migrer quand elle est enfant à Boston avec ses parents. Et elle va, en 1894, elle va partir pour faire son premier tour du monde en vélo. Alors, Annie Cohen-Kopchowski, elle part en vélo, sur un vélo de 20 kg, en robe. Et à la fin de sa première étape, quand elle arrive à New York, elle va troquer son vélo dit féminin contre un vélo dit masculin, beaucoup plus léger et plus maniable, et sa robe contre un bloomer. Alors, le bloomer, qu'est-ce que c'est? C'est une sorte de short culotte un peu bouffant qui tient son nom d'Amelia Bloomer, une féministe états-unienne qui s'est battue pour plein de choses et notamment pour que les femmes aient le droit de porter le bloomer. Il faut savoir qu'en France, il y a une circulaire qui existe en 1800 qui interdit le port du pantalon aux femmes. Et si jamais elles se travestissaient pour accéder à des fonctions ou des métiers dits masculins. Mais en 1909, un peu grâce au vélo, les femmes vont avoir l'autorisation partielle de porter le vélo, de porter le pantalon. Si elles ont dans leurs mains un guidon ou des rênes de cheval. Alors, Annie Cohen-Kopchowski, elle fait son tour du monde en 15 mois. Elle va finir à Chicago, où on va titrer dans les journaux que c'est le plus grand voyage jamais entrepris par une femme. Et puis ensuite, elle va retourner à son foyer, retrouver son mari et ses enfants, et elle va mourir dans l'anonymat le plus complet en 1946. Alors voilà, Annie Cohen-Kopchowski sort de l'oubli. Aujourd'hui, on en est où? L'Ardéchoise, 16 000 cyclistes, 1600 femmes, 10%. 10%, c'est à peu près le nombre de femmes qui sont inscrites aujourd'hui dans les clubs de cyclisme. 1996. 1996, j'ai 21 ans. Les cheveux longs, une frange, et je porte en général des grandes vestes en laine qui m'arrivent en dessous des hanches avec les poches toutes déformées par mes mains et les paquets de tabac qui traînent dedans. Je peux m'installer là ? Bonjour. Oui, je
Je viens depuis quelques semaines au repas à Prix Libre qu'il y a le mercredi soir, c'est vachement sympa. Toi, tu fais partie des personnes qui s'occupent du lieu? Oui, on a ouvert le squat il y a déjà quelques mois et je participe aux réunions pour réfléchir au fonctionnement et à l'organisation des activités dans le lieu. Mais c'est la première fois que je vois écrit espace non mixte. C'est nouveau. C'est bizarre quand même pour moi la mixité scolaire. Il me semblait que c'était quand même une avancée vers l'égalité. C'est un peu bizarre cette idée. Ça vous est venu comment? Alors, comment ça? C'est nouveau, effectivement. C'est la première fois qu'on ouvre un espace non mixte. Alors, en fait, l'été dernier, on est plein à avoir participé à un camping antipatriarcal. On était plein de gars et de meufs à avoir envie de réfléchir sur le sexisme. Et puis, on se rendait compte que dans notre milieu qu'on pensait émancipé, on avait les mêmes problématiques qu'ailleurs. Fallait toujours se battre pour pas être les mêmes à faire la vaisselle. Fallait se battre pour prendre la parole. Et à un moment, on s'est retrouvés qu'entre femmes. Et là, il y en a qui ont parlé pour la première fois d'agressions sexuelles dont elles avaient été victimes. On s'est rendu compte qu'on était plein, qu'on n'était pas responsable. Et puis il y avait aussi des vieilles féministes des années 70 qui étaient là et qui nous racontaient comment elles s'étaient organisées. C'est comme ça qu'est venue cette idée. On s'est dit qu'il fallait qu'on se retrouve encore entre nous, qu'on crée des liens de solidarité, qu'on continue à avancer ensemble. C'est comme ça qu'est venue l'idée de cet espace non mixte. Et puis, on a aussi décidé d'organiser des réunions non mixtes. D'ailleurs, il y en a une la semaine prochaine. Si tu as envie, tu peux venir. Et c'est comme ça que je me suis retrouvée à aller à une première réunion non mixte, puis à une deuxième, puis à une troisième, puis à une quatrième, et au bout d'un moment, ça a donné ça. Ça vous dit qu'on démarre? Je crois qu'on est toutes là. La dernière fois, on s'était dit qu'il fallait qu'on fasse un point sur les différentes commissions qui préparent les actions pour le 8 mars. Moi, j'avais noté un point sur les expos qu'on va installer place de l'Hôtel de Ville l'après-midi, un point sur les questions logistiques, un point sur les slogans aussi pour la manif de nuit. Et il y a des questions diverses. Ok. Oui, Nadège? Une action contre la feria des lolos? C'est où ça? Le Grand Jardin organise une soirée avec entrée et boissons gratuites pour les filles qui seront dégainées du corset? Avec concours de pesée de seins? Ok. Vous avez fait une affiche? Il reste juste à caler la date pour le collage. Super. Corinne. Ouais, une info sur un contre-rassemblement face à Provi. Ah oui, c'est le groupe des anti-VG là qui se retrouve tous les mois devant l'hôpital. Ok, Cécile? Oui, une diffusion de tracts à la fac pour dénoncer le harcèlement de certains profs sur les étudiantes. Ok. Bon, Geneviève, tu nous racontes pour l'expo? Oui, alors voilà. Pour l'expo, on a décidé de prendre des extraits de témoignages qu'on a trouvés dans le rapport IT. Le rapport IT, vous savez, c'est cette grande enquête qui a été faite sur la sexualité des femmes. Alors voilà, on a pris des témoignages, on les a imprimés, et puis peut-être je peux vous en lire un. Non, je ne me sens pas coupable, mais j'ai tout de même réussi à en choquer quelques-uns, simplement en me servant de leur pénis, après qu'ils aient joui, pour me caresser le clitoris. Ils étaient outrés que j'ose faire quelque chose pour me satisfaire. Bon, je vous laisserai regarder, et puis si jamais vous pensez qu'on a oublié des thématiques et tout ça, n'hésitez pas. Ah oui, puis il faut aussi que je précise, il y a Hello qui ne peut pas être là ce soir, mais qui a encore besoin de copines qui seraient OK pour son expo sur les poils. Alors l'idée, c'est pas, ça va être juste de faire des gros plans, on ne voit pas les visages. Si vous êtes OK, n'hésitez pas à l'appeler. Alors... on partageait plein de choses dans ces groupes non mixtes. On partageait des revues. Il y avait celle des Marie pas claires, par exemple. Dedans, on trouvait plein de textes, de textes théoriques, mais aussi des bandes dessinées, des trucs rigolos. Par exemple, êtes-vous une femme facile? Un test. Si vous vous mettez à draguer, c'est parce que, petit a, vous en avez assez d'être la femme passive, soumise,
qui attend d'être choisi par un homme. Petit b. Dans un élan d'égalitarisme aigu, vous prenez en pitié ces pauvres garçons timides qui doivent se taper tout le taf. Ou petit c. Non, vous préférez toujours être dragué. Alors voilà, nous, ça nous a donné l'envie de faire une revue, et puis on a fait la monstrueuse. Ce qui était chouette dans ces groupes non mixtes, c'est qu'on pouvait parler sans avoir peur de blesser les hommes. On pouvait partager nos ressentis, nos difficultés, sans avoir peur de se reprendre un retour de bâton, une réflexion sexiste. On essayait de s'approprier un slogan des féministes des années 70, « Le privé est politique ». Le privé est politique. Alors, ça voulait dire, on se disait, si on met en commun un peu nos vécus, nos ressentis, puis les difficultés qu'on traverse, ça va nous permettre d'identifier ce qui est lié à notre construction commune. En fait, il y a plein de difficultés qui ne sont pas liées qu'à notre histoire personnelle. Et puis, identifier ça, ça va nous permettre d'élaborer des stratégies collectives d'émancipation. Moi, à ce moment-là, je me sentais super forte, super libre. Enfin, c'était pas toujours aussi simple. Après quelques années de colocation avec des copines, j'avais choisi de m'installer en appartement avec mon copain. Et alors, je pensais que j'allais être super autonome, indépendante. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que quand je sortais le soir, je rentrais vachement plus tôt qu'avant, au cas où on puisse se croiser. Et puis, quand on était tous les deux, j'avais toujours besoin qu'on soit en relation, en fait. J'avais toujours besoin d'être réassurée par son amour. Avec les discussions avec les copines, je me rendais compte que j'étais tiraillée entre mon désir d'autonomie et d'indépendance d'un côté, et puis le mythe du prince charmant, puis le besoin d'être en permanence réassurée par un homme. Alors bon, un problème, une solution. Hein. C'est trop compliqué d'habiter ensemble, on n'a qu'à arrêter d'habiter ensemble. C'est ce qu'on a fait, c'était pas mal. Et puis, je me suis dit que finalement, je manquais sacrément de modèles et qu'il allait falloir être créative. Un jour, il y a les copines lesbiennes du groupe qui sont venues, et avec un questionnaire spécifiquement adressé aux hétéros. Quand est-ce que vous avez réalisé que vous étiez hétérosexuel ? Qu'est-ce qui, selon vous, dans votre histoire, dans votre enfance, pourrait expliquer le fait que vous soyez devenu hétérosexuel ? L'avez-vous annoncé à votre entourage, sur votre lieu de travail ? Comment les gens ont-ils réagi ? Enfin, tout un tas de questions qui nous permettaient de prendre conscience des privilèges auxquels on pouvait avoir accès en tant qu'hétéro. Et ça fait partie des choses qui m'ont permis de prendre conscience que le patriarcat, il nous divisait. Il créait des catégories de femmes qui mettaient en rivalité les unes avec les autres. Alors, il y avait celles qui étaient valorisées, les mères, les épouses, et puis celles qui étaient stigmatisées, les célibataires, les vieilles filles, les lesbiennes, les gouines, les prostituées, les putes. Et que finalement, ce qu'il fallait, c'est qu'on fasse front commun, tout ensemble. Parce qu'attaquer les droits des unes, c'était empêcher notre émancipation à toutes. D'ailleurs, heureusement que les copines lesbiennes, elles étaient là dans les manifs dans les années 70 pour revendiquer le droit à l'avortement. Elles sont nombreuses à avoir signé le manifeste avec les hétéros, le manifeste des 343, celles qui disaient avoir avorté alors que c'était encore illégal. Alors ça fait partie de l'histoire qu'on m'a transmise dans les années 90, mais il y a une autre partie de notre histoire que j'ai découvert plus récemment, grâce au travail de Françoise Vergès, politologue. Françoise Vergès nous explique que dans les années 60, alors que l'État condamne la pratique de l'avortement en France métropolitaine, il va soutenir des avortements forcés et des stérilisations forcées dans les territoires d'outre-mer. En 1970, il y a un médecin réunionnais qui se retrouve au chevet d'une jeune fille qui est dans le coma et il va se rendre compte qu'elle a subi un avortement. Il va le dénoncer et une enquête va être menée.
On va découvrir à ce moment-là l'existence d'une clinique à La Réunion qui pratique plus de 8000 avortements et stérilisations forcées par an. Les femmes sont hospitalisées, anesthésiées, avortées, stérilisées sans leur consentement. Elles s'en rendent compte à leur réveil, voire des années plus tard pour la stérilisation, avec toutes les souffrances qu'on peut imaginer. Et ce qu'on va découvrir aussi, c'est que dans ces territoires d'outre-mer, alors les territoires d'outre-mer, ça correspond à toutes les anciennes colonies, la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane, Mayotte, la Réunion, Polynésie française. Et dans ces territoires, en fait, il y a plein de contraceptifs qui vont être testés sur des mineurs sans le consentement parental. Et des médecins et des pharmaciens vont s'enrichir, devenir milliardaires sur le dos de ces femmes. Et en 1970-71, fin 70, début 71, il y a 30 femmes réunionnaises qui vont porter plainte. Il va y avoir un procès, il va faire scandale, il va être médiatisé. Mais l'État français va complètement couvrir l'affaire. Et aucun médecin blanc ne va être condamné, aucun détournement d'argent n'est condamné. Alors Françoise Vergès, elle nous interroge, elle nous demande qu'est-ce qui fait que les féministes métropolitaines, puisque c'est cette même année qu'elles font ce manifeste des 343, ne font pas de lien entre leurs revendications par rapport à l'avortement et le fait qu'elles dénoncent les conditions dans lesquelles les femmes avortent clandestinement, et puis ces avortements et ces stérilisations forcées. Et pour elles, c'est lié aux difficultés qu'on a à penser notre histoire coloniale. Parce qu'en fait, ces avortements et ces stérilisations forcées, elles s'inscrivent dans une politique plus globale de contrôle des populations. Au niveau de la politique familiale, par exemple, pourquoi à cette époque-là, et encore hélas aujourd'hui, il n'y a pas autant de crèches et de soutien aux jeunes mères dans les territoires d'outre-mer. Et puis aussi avec des politiques migratoires. Le BUMIDOM. Le BUMIDOM, c'est le Bureau pour le développement des migrations dans les départements d'outre-mer. Ça va exister entre 1963 et 1981. Le BUMIDOM va orchestrer le déplacement de plus de 160 000 personnes des territoires d'outre-mer en France métropolitaine. On va promettre aux jeunes qu'ils vont avoir du boulot et quand ces personnes arrivent en France, elles vont se retrouver à être sur des emplois domestiques ou des emplois sous-qualifiés dans la fonction publique. En fait, il se trouve qu'avec l'indépendance de l'Algérie, il y a plus de Français pour ces postes sous-qualifiés dans la fonction publique, puisque la plupart ont repris leur nationalité algérienne. Alors on fait venir des personnes des territoires d'outre-mer. Et puis il va y avoir aussi l'arrachement de 2000 enfants de la Réunion dans les territoires touchés par l'exode rural, par exemple, comme la Creuse. Alors tout ça, ça a une intention claire, c'est qu'en fait, l'idée c'est de dépeupler des populations afrodescendantes de ces territoires qui sont en train de se révolter. Alors voilà, Françoise Vergès, elle nous invite aujourd'hui à repenser notre histoire coloniale. Dans les années 90, nous, on s'intéressait quand même à d'autres minorités qui s'étaient auto-organisées. On avait rencontré des militants et des militantes qui se battaient pour libérer Mumia Abu-Jamal, un Afro-Américain qui se battait pour les droits civiques, qui avait été injustement condamné à la peine de mort. Et à ce moment-là, moi je découvrais que le mouvement pour les droits civiques, au départ, il était mixte. Et puis au bout de quelques années, les Noirs, ils avaient décidé de s'auto-organiser. C'était quand même pas les Blancs qui allaient leur apprendre comment s'émanciper. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'existence du Black Panther Party, qui revendiquait le droit à l'éducation, l'accès à des logements décents, la fin des violences et des meurtres policiers, qui aussi se battait pour plus de justice sociale. Voilà. Et puis du coup, je découvrais Angela Davis, une figure du black féminisme. Mais par contre, j'entendais pas du tout parler de la coordination des femmes noires, des femmes antillaises et africaines de France qui s'organisaient et qui se battaient ensemble à la fin des années 70 en France.
J'avais la chance, dans les années 90, d'être avec des copines qui adoraient lire des pavés, des bouquins énormes comme ça. Et puis elles partageaient avec nous leur lecture. Alors, Maga, il va falloir de la lumière. Parce que, du coup, c'est comme ça que j'entendais parler de Colette Guillaumin, de Audre Lorde, Paola Tabet, Daniel Kergoat, Christine Delphi, Gaëlle Feterson, toutes ces femmes dont on entend si souvent parler à l'école ou à la télé. Et puis, c'est aussi là que j'ai découvert ce que c'était que le 8 mars, la journée internationale des luttes des femmes, hein, et pas la journée de la femme, comme on entend encore un peu trop souvent aujourd'hui dans les médias. Alors, pourquoi journée internationale des luttes des femmes? Alors, internationale de lutte, parce que ça s'inscrit dans une histoire de lutte d'ouvrières, de travailleuses au début du XXe siècle, hein, des femmes qui se battaient pour de meilleures conditions de travail, pour avoir le droit de vote. Et en 1910, il y a la première conférence des femmes socialistes qui se retrouve à Copenhague. Elles sont des centaines de femmes de 17 pays européens différents et elles parlent d'une journée des femmes. Et elles vont organiser comme ça des manifestations, des journées de lutte dans leurs différents pays. Et puis, le 8 mars 1917, il va y avoir le début d'une grève d'ouvrières à Saint-Pétersbourg, Pétrograd à l'époque. Et c'est depuis qu'on a gardé cette date du 8 mars. Et puis pourquoi des femmes? Parce qu'en fait, la femme, ça n'existe pas. La femme, ça fait référence à un mythe, à un idéal féminin. En fait, nous sommes nombreuses, nous sommes multiples. Et puis on se marrait. Vous savez combien il faut de salles féministes pour changer une ampoule? 4. 4. Alors, une pour changer l'ampoule, une en position d'autodéfense, au cas où il y a un gars qui veuille changer l'ampoule à sa place, une qui prend des photos pour faire un petit tuto pour les copines qui voudraient elles aussi changer une ampoule, et puis une pour l'encourager. Allez, vas-y Catherine, tu es presque, vas-y. Ah, l'humour. Le deuxième jour de l'Ardéchoise, j'ai beaucoup pédalé avec un groupe de Suisses. Ils étaient une dizaine, dont une femme, Catherine, toujours en tête, parfois plusieurs kilomètres devant. Et puis au bout d'un moment, il y a Richard qui me dit « Tu sais pourquoi on a mis Catherine en tête? C'est pour motiver les troupes à avancer. » J'avoue, ça m'a pas fait rire. Moi, ça faisait 24 heures que Catherine, c'était mon modèle. Elle avait une patate d'enfer. La réduire à une paire de fesses, comme ça, pour les motiver à avancer, j'aurais aimé être capable de répondre du tac au tac. « Et Richard, tu sais ce que c'est la différence entre un mec et un pruneau? Tu les suces un soir, puis ils te font chier le lendemain. » Aucune. Alors, l'échelle de Gordon Allport. L'échelle de Gordon Allport, et oui. Alors, on va essayer de la mettre à peu près comme il faut. Gordon Allport, c'est un psychosociologue qui va travailler sur la question des discriminations racistes aux États-Unis au milieu du XXe siècle, dans les années 50. Et il va s'appuyer sur une échelle à 5 niveaux. Le premier degré de préjugés et discrimination, ça va être sur la question de la discrimination verbale. Alors, c'est là-dedans qu'on peut faire rentrer toutes les blagues à thème. Vous savez, les blagues racistes, les blagues sur les Arabes, sur les femmes, les homos, les handicapés. Alors, en fait, quand on demande à une personne
qui est ciblé par une blague, de rire à cette blague, c'est une manière de la réassigner à sa place, de lui faire perdre confiance en elle. Et puis rire à des blagues racistes, sexistes, homophobes, c'est une manière d'élever notre seuil de tolérance au niveau de discrimination suivant. C'est vrai que, à force de rire sur le fait que les blondes, elles sont vraiment trop connes, finalement, qu'elles se fassent agresser ou qu'elles soient moins bien payées, est-ce que c'est vraiment un problème ? Discrimination verbale, ça va être aussi tout un tas de choses qu'on peut vivre au quotidien, les petites réflexions sur nos tenues vestimentaires. Et puis, par exemple, classe de CM1 en région lyonnaise. Les enfants sont sur des vélos pour apprendre le code de la route. Monsieur, il y a mon vélo qui roule plus. Bah écoute, Nina, t'as dû dérailler, va demander à un garçon qui te remette ta chaîne. Bah, pourquoi un garçon ? Mehdi, tu veux bien m'aider à remettre ma chaîne, s'il te plaît ? 5 minutes plus tard. Monsieur, il y a mon vélo qui roule plus. Bah, Kevin, t'as dû dérailler, vas-y, remets ta chaîne. Comment ça, tu sais pas remettre ta chaîne ? Attends, je vais te montrer. Alors, regarde, tu vois là, il y a le pédalier, puis quand tu pédales, ça fait tourner le plateau. Puis tu as vu sur le plateau, là, il y a la chaîne qui va jusqu'au pignon. Et puis du coup, ça fait rouler la roue. C'est que pour ça que tu avances. Alors, si la chaîne, elle est plus installée comme il faut sur le plateau ou sur les pignons, hein, là comme ça, et forcément, quand tu pédales, ça roule plus. Alors, tiens-moi le vélo. Voilà. Hop. Attends, on va soulever un peu. Voilà. T'as vu, ça y est, elle est remise comme ça, la chaîne. Tu vas essayer de le faire tout seul ? Allez, vas-y, je te le tiens. Eh ben, super ! Bravo, t'es un champion, allez. Vas-y, la prochaine fois, tu te débrouilles tout seul. Alors, des scènes comme ça, j'en ai vécu plein. Hein. Soit directement, soit en étant témoin. Dans des films, des romans. Et ça laisse des traces. Moi, l'année dernière, pour la première fois, j'ai décidé d'acheter un compteur pour installer sur mon vélo. Et là, après avoir ouvert la boîte et commencé à regarder la notice, il a commencé à se passer un truc bizarre entre ma tête et mon ventre. Allez, tu vas bien sûr y arriver à l'installer, ce putain de compteur. Ouais, mais enfin, est-ce que je vais vraiment réussir à mesurer la distance que parcourt un tour de roue ? Bah bien sûr que tu vas y arriver, t'es pas plus conne qu'une autre. Oui, mais enfin quand même, ça serait tellement plus simple si quelqu'un le faisait à ma place. Il est où le super-héros ? Bon, j'ai installé mon compteur toute seule, il marche. Mais c'est vrai qu'il y a plein de fois, on a 2 fois plus de boulot, quoi. Non seulement il faut décrypter les notices, trouver les outils pour arriver à faire nos tâches, et en plus il faut lutter contre un putain de truc qu'on nous a mis dans le bide, c'est qu'en fait on n'est pas capable. Et puis que c'est pas grave puisqu'on n'a qu'à demander à quelqu'un de faire à notre place. En fait, les stéréotypes, ils ont des impacts sur nos performances. On entend encore aujourd'hui que les garçons seraient naturellement meilleurs en maths que les filles. Alors, quand on fait passer un test de géométrie à des garçons et à des filles, si on appelle ce test de géométrie, alors les performances des garçons vont être meilleures que celles des filles. Mais si on fait passer ce même test, mais qu'on l'appelle test de dessin, alors les performances des filles vont être meilleures que celles des garçons. Plus récemment, il y a une étude qui a été faite sur la lecture, parce qu'on entend souvent que les filles seraient meilleures lectrices que les garçons. Et on s'est rendu compte, en faisant passer un test à des garçons, que quand ils devaient identifier dans une liste de mots quels étaient les mots d'animaux, eh ben, leur performance était moins bonne quand on leur disait que c'était un test de lecture que si on leur disait que c'était un jeu. En fait, si on pense appartenir à un groupe qui n'est pas performant dans un domaine, nos performances baissent. C'est ce qu'on appelle la menace du stéréotype. Alors ça nous invite à réfléchir sur les stéréotypes qu'on peut véhiculer.
On va passer au degré 2 de l'échelle. Sur la mise à l'écart. Alors la mise à l'écart, ça va être la manière dont les dominants vont se séparer physiquement des dominés. C'est quelque chose qu'on peut observer très tôt, par exemple dans les cours de récréation. Si on ne met rien en place pour lutter contre ça, très rapidement, les garçons vont commencer à occuper tout l'espace central en mouvement, en général autour d'un ballon, et les filles vont être reléguées à la périphérie dans l'immobilité. Mais on l'observe plus tard, dans la sphère du pouvoir par exemple, sur l'ensemble des maires de France, sur toutes nos communes, 13,8% de femmes élues maires. C'est en Polynésie française qui a le meilleur score, 20%. En France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques, c'est-à-dire de faire des statistiques en fonction de l'origine des personnes, de leur couleur de peau. Mais aux dernières élections municipales, je suis tombée sur un article qui parlait de la première femme noire élue en France métropolitaine, sur la commune de Yéblès, en Seine-et-Marne. Puis a priori, il n'y en a pas d'autres. Alors ça fait 0,002% de femmes noires élues maires en France. On l'observe aussi à la télé ou à la radio, sur l'ensemble du temps d'antenne sportive. 7% sur le sport féminin. Alors bon, nous, on résiste. Hein. Moi, j'ai rejoint des copines au sein d'une émission de radio qui s'appelle Fréquence Furie Furieuse, qu'on diffuse sur notre radio locale, Radio d'ici. Et on porte un regard féministe sur l'actualité. On partage des chansons, des lectures. On donne la parole à d'autres femmes. Et on fait partie d'un réseau d'émissions de radio féministes francophones qui s'appelle Radio Rageuse. On y retrouve Lilith Martine et les autres, On n'est pas des cadeaux, Ta voisine est féministe, Le gang des gazières, Dégenré, Jean Rage, Tapage exquis et bien d'autres encore, des émissions faites par des meufs, des trans, des gouines, et on peut les écouter en ligne sur le site de Radio Rageuse. Alors on dit les femmes sont bavardes. Les femmes sont bavardes. Alors, c'est pas parce qu'on compare le temps de parole des femmes à celui des hommes, mais c'est parce qu'on compare le temps de parole des femmes à celui de la femme idéale. Vous savez, la femme silencieuse. Et c'est pas une blague, hein. Ça vient d'un travail qui a été fait par Corinne Monet sur la répartition des tâches entre les hommes et les femmes dans le travail de la conversation. Quand j'ai découvert le féminisme, je me suis rendu compte que, en fait, c'était pas une idéologie prête à penser avec... Voilà. En fait, c'était un mouvement qui était vivant, dans lequel on avait des débats, des discussions pour savoir comment se positionner, que les revendications, elles avaient évolué selon les époques, selon les croyances. Alors nous, on discutait et puis on essayait de se positionner sur tel ou tel sujet. Et je me rendais compte que quand j'étais dans ces réunions en non-mixité, j'arrivais beaucoup plus facilement à formuler mes questions, à pouvoir partager mes analyses, beaucoup plus que dans les réunions en mixité auxquelles je participais par ailleurs. Alors voilà, je m'entraînais à la prise de parole dans ces espaces non mixtes, et puis petit à petit, en mixité, je me laissais plus couper la parole, je soutenais la parole d'autres femmes, et alors là, dans notre société, tu passes tout de suite pour une castratrice. Caro, t'as préparé la colle? Ouais, allez. Assez de rue Molière. Vive la rue Anne-Sylvestre. Assez de rue Édouard Herriot. Et vive la rue Annie Cohen-Kopchowski. Assez de rue Maréchal Foch. Et vive la rue Olympe de Gouges. Marre de raser les murs, prenons la rue. Marre de raser les murs, prenons la rue. Assez de rue Victor Hugo. Et vive la rue Jeanne Chauvin. Assez de rue Napoléon. Et vive la rue Gertrude Archimède. Assez de rue Montesquieu. Et vive la rue Zangshan. Assez d'avenue Charles de Gaulle.
Et vive Séménia Castor! Marre de raser les murs, prenons la rue! La mise à l'écart, c'est la manière dont les dominants se séparent physiquement des dominés et les ignorent. Aujourd'hui, sur l'ensemble des noms de rues et de places en France, 4% de noms de femmes. Alors c'est la manière dont on les ignore et ça, on peut l'observer particulièrement dans le langage. Je ne sais pas si certains ou certaines se souviennent de ce jour où à l'école primaire, on vous a peut-être appris cette règle de grammaire. Non, le masculin l'emporte sur le féminin. Alors moi, je m'en souviens très bien. Je me souviens surtout de la récré qui a suivi. Ce jour-là, les garçons sont sortis le torse encore plus bombé que d'habitude, venant piquer nos pauvres territoires de jeu en périphérie, soulever nos jupes. Alors moi, c'est pas possible, je vais aller voir la maîtresse. Alors là, on est en 1982. Et en 1982, pour la première fois, il va y avoir une circulaire qui donne une visée égalitariste à la mixité. Parce qu'il ne faut pas croire que la mixité scolaire, elle a été mise en place pour des raisons égalitaires. Il y en a qui se sont battus avec cette intention-là, mais si elle a été mise en place, c'est d'abord pour des raisons économiques. Alors en 1982, il faut lutter contre les préjugés sexistes et faire disparaître les discriminations à l'égard des femmes. Mission de l'école. Alors, moi, je vais voir la maîtresse. Maîtresse, le masculin l'emporte sur le féminin. C'est bien juste une règle de grammaire, ça n'a rien à voir. Mais bien sûr, nous sommes tous égaux. Alors, c'est vrai que sur le coup, ça m'a plutôt donné du courage pour aller défendre mes territoires de jeu, pas me laisser faire et tout. Mais quand même, j'aurais aimé avoir une réponse un petit peu plus complexe. Elle aurait pu m'expliquer qu'effectivement, là, on travaillait à aller vers plus d'égalité, mais qu'elle n'était pas là, que ça se voyait à travers cette règle de grammaire, par exemple, mais aussi dans nos livres d'histoire. Combien de personnages de femmes dans les livres d'histoire? Parce que cette règle, elle a quand même des effets pervers. Nous, dans les années 90, on organisait des cortèges non mixtes dans les manifs. On n'avait pas envie que nos revendications elles soient noyées au milieu des autres. Et on écrivait des tracts dans lesquels on féminisait le langage. C'était important pour nous de s'inclure dans les discours qu'on produisait. Parce que ça a des effets pervers, cette règle. Et puis, il y a plein de moments où on ne sait pas si oui ou non on est incluse dans les discours. Et si on se permet de le faire remarquer, alors là, on nous dit qu'on pinaille, qu'évidemment le masculin c'est neutre, et que... Mais pourtant, je veux dire, au moment de la Révolution française, quand il y a eu les droits de l'homme et du citoyen, on a bien compris qu'on n'était pas inclus dedans. Hein. Il y a des femmes qui se sont battues à ce moment-là pour essayer de nous y inclure. Olympe de Gouges, la plus connue, elle a proposé les droits de la femme et de la citoyenne, hein, mais ça a été refusé, elle a fini guillotinée. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai découvert le travail d'Éliane Viennot. Éliane Viennot, elle a beaucoup travaillé sur la littérature à l'époque de la Renaissance, c'est une universitaire qui a fait des recherches, et elle s'est intéressée à l'évolution de la langue française. Alors, je vais partager avec vous ce que j'ai découvert avec elle. Mais pour ça, on va prendre la langue française. Hop. Alors, la langue française, ce que j'ai appris avec Éliane Viennot, déjà, c'est que c'était une langue romane. Ça veut dire que ça vient du latin. C'est une langue romane à deux genres, masculin et féminin. On a perdu le neutre qu'il y avait dans le latin, mais qui a priori servait juste à parler des objets. Alors voilà, le masculin, le féminin. Et cette langue, elle va subir au XVIIe siècle un certain nombre d'attaques.
d'attaques pour masculiniser la langue. Alors attention, à cette époque-là, ils ne disent pas masculiniser la langue. Hein. Les grammairiens qui travaillent là-dessus, les hommes qui s'acharnent, en fait, on les appelle les puristes. Eux, ce qu'ils disent, c'est qu'ils veulent nettoyer la langue française de toutes ces saletés. Alors, il va y avoir 3 attaques principales sur la langue française. 3. La première attaque, ça va être d'imposer le « le » comme neutre. Attention, imposer le pronom « le » comme neutre. Comme plein de choses, hein, ça met du temps à passer. Hein. Ça résiste en face. Alors, qu'est-ce que ça veut dire imposer le pronom « le » comme neutre? En fait, avant, quand on demandait à une femme si elle était contente, elle répondait « oui, je la suis ». Et puis, si c'était un homme, il répondait « oui, je le suis ». Et à ce moment-là, on va dire « maintenant, tout le monde doit répondre « oui, je le suis ». Alors, ça fait bizarre. Hein. Il y en a qui disent « j'ai l'impression d'avoir du poil au menton ». Alors, il se trouve que ce qui est assez intéressant, c'est que toutes les personnes qui, à cette époque et encore aujourd'hui, sont pour une langue masculine, dans les exemples qu'ils produisent, ça nous donne une bonne idée de la représentation qu'ils se font des femmes. En 1999, Maurice Druon, qui était secrétaire perpétuel de l'Académie française, va nous dire ceci. Il s'adresse au président de la République dans le Figaro, et c'est au moment où il y a une polémique parce que des femmes ministres voudraient se faire appeler Madame la ministre. Voilà ce qu'il nous dit. Il y a belle lurette que la règle est de dire « cette femme est belle » et « le restera ». Voici près de 2 siècles qu'on ne voit plus la règle, déjà peu usitée jadis, et là restera. Ce serait vraiment pas faire preuve de modernité de nous obliger à dire « cette ministre est ignorante » et là restera. Ça se passe de commentaires. Alors, la deuxième attaque sur la langue française, faire disparaître les mots féminins. Alors, effectivement, on va avoir, en 1689, Nicolas Andry de Boisregard, qui est un homme de lettres et médecin, qui nous dit « Il faut dire, cette femme est poète, philosophe, auteur, médecin, peintre, et non, cette femme est poétesse, philosophesse, autrice, médecine, peintresse. » On entend comment on parlait avant, et puis comment d'un coup on se met à nous imposer de parler. Alors, il y a des mots qui vont être plus attaqués que d'autres. Le mot autrice, par exemple, il va être particulièrement attaqué parce que malgré tous les bâtons qu'on leur met dans les roues aux femmes, elles n'ont pas le droit d'aller à l'université, d'apprendre la philosophie, le latin, le grec. Il y en a, à cette époque-là, qui commencent à faire des carrières littéraires, à avoir une reconnaissance publique. Et pour un certain nombre d'hommes, le fait que des femmes aient une parole publique est insupportable. Alors, ils vont s'acharner sur ce mot autrice, mais comme c'est juste qu'ils veulent purifier la langue, enlever ses saletés, ils mettent des paquets de mots ensemble. Et il y a des grammariens qui se retrouvent et qui disent « mais autrice, d'accord, mais amatrice, spectatrice, une femme qui aime, une femme qui regarde, ça va, non ?» Alors du coup, ceux-là, on les a gardés. Mais comme je disais, ça passe pas si rapidement que ça dans l'usage. Il va falloir du temps, et c'est pour ça qu'au milieu du 19e siècle, on va avoir Nicolas Becherel, le père de celui qui a fait les Becherel, que peut-être certains et certaines ont eu entre les mains. Il est grammairien aussi, et dans un de ses ouvrages, il a un chapitre qui s'appelle « Nom », qui exprime des états et des qualités qu'on regarde comme ne convenant qu'à des hommes. Et il dit ceci. Quoi qu'il y ait un grand nombre de femmes qui professent, qui gravent, qui composent, qui traduisent, on ne dit pas professeuse, graveuse, compositrice, traductrice, mais bien professeur, graveur, compositeur, traducteur, par raison que ces mots n'ont été inventés que pour les hommes qui exercent ces professions. Voilà comment on finit par faire disparaître les mots. Troisième attaque.
le masculin l'emportera sur le féminin. Alors oui, parce que la règle d'accord, ça n'a pas toujours été celle-là. Avant, on utilisait l'accord de proximité ou l'accord en nombre. On pouvait dire tous les manifestants et les manifestantes allaient nombreuses défendre leurs droits. On disait nombreuses parce que c'était manifestante qui était le plus près de l'adjectif à accorder. Et puis on pouvait aussi dire toutes les ouvrières et l'ouvrier, toutes de rouge vêtues. On disait toutes parce qu'en fait il y avait plein d'ouvrières et puis un ouvrier. Mais en 1651, Dupleix nous dit « Parce que le genre masculin est le plus noble, il prévaut seul contre deux ou plusieurs féminins, quoiqu'ils soient plus proches de leur adjectif. » Bon, bah c'est clair, hein, on sait comment on accordait avant et puis comment on doit accorder maintenant. Alors, ce qui est intéressant sur cette histoire de l'évolution de la langue, bon, c'est que ça nous dit que la langue, elle est vivante. Hein. Elle peut bouger en fonction des rapports de force. Alors c'est vrai qu'en masculinisant la langue, on finit par invisibiliser le féminin. Mais on peut changer les choses. Et puis d'ailleurs, aujourd'hui, il y en a qui se battent pour l'écriture inclusive. Et puis, il y a même des enseignantes et des enseignants qui ont signé un manifeste pour dire qu'ils arrêteraient d'enseigner cette règle du masculin qui l'emporte sur le féminin, qui arrêteraient de corriger leur copie avec cette règle-là. Et puis, il y a même des personnes qui sont créatives et qui inventent des nouveaux pronoms. Ben, par exemple, le pronom « yel » à la place de « il » et « elle ». Voilà. Alors bon, on a quand même un peu du boulot. En France, on est quand même en retard par rapport à d'autres pays francophones. Hein. Au Québec, ça fait longtemps qu'ils parlent des mairesses pour parler des femmes mères. Ben voilà, on va passer au niveau suivant. Le niveau 3 de l'échelle de Gordon-Allport. Alors, c'est sur la question de la ségrégation. La ségrégation, ça a à voir avec ce qui est inscrit dans la loi. Il se trouve qu'on est à une époque où il y a eu de nombreuses luttes et qui nous ont permis d'acquérir un certain nombre de droits. Il y a... Oh, j'ai oublié mes attaques sur la langue française au XVIIe siècle. Alors, du coup, on a fini par acquérir le droit de vote en 1944, assez tardivement par rapport à plein d'autres pays. Et puis, on va avoir aussi des luttes qui vont nous permettre d'accéder à certaines professions. Jeanne Chauvin, par exemple, elle est avocate. Et puis, en fait, elle n'a pas le droit de plaider. Alors, avec d'autres, elles vont se battre et elles vont finir par obtenir le droit de plaider en 1900. Et elle va plaider pour la première fois en 1909. Tiens, c'est en même temps que le pantalon. Hop. 1909, c'est aussi l'année de naissance de Gertrude Archimède. Gertrude Archimède, elle est née à la Guadeloupe et elle aussi, elle va suivre des études pour être avocate. Et elle va plaider pour la première fois en 1939, 30 ans après Jeanne Chauvin. Elle va beaucoup défendre des travailleurs et des travailleuses précaires et se battre au sein de l'Union des femmes guadeloupéennes pour une égalité des droits sociaux entre la métropole et puis la Guadeloupe, notamment pour l'accès à la sécurité sociale et la retraite. Alors, des lois sur l'égalité professionnelle, il va y en avoir dans les années 40, il va y en avoir dans les années 70, il va y en avoir dans les années 80. Et puis aujourd'hui, on en est où? Aujourd'hui, on sait qu'en moyenne, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes. Alors, si on prend Richard, admettons, il gagne 2 000 €. On va faire simple, il gagne sûrement plus, mais... Alors, 2 000 € pour Richard. Si on fait 25% de moins, ça fait 1 500 pour Catherine. 1 500 €. Mais si on prend Catherine comme référence,
1 500 €. On sait que Richard, il gagne 2 000. Alors, ça fait qu'en fait, Richard, il gagne 33% de plus que Catherine. En fait, c'est rigolo, en fonction de qui on prend comme référence, on peut dire, en moyenne, les femmes gagnent 25% de moins que les hommes, ou les hommes gagnent 33% de plus que les femmes. Alors, je disais qu'en France, on n'a pas le droit de faire des statistiques ethniques. Mais aux États-Unis, il y a des études qui montrent que les femmes blanches gagnent en moyenne 17% de plus que les femmes noires. Alors, ça ne serait pas inintéressant de pouvoir avoir accès à des données comme ça aussi en France, parce qu'on sait que si les femmes blanches, elles arrivent à prendre de la place dans le monde du travail, c'est pas parce que maintenant il y a une super répartition du travail domestique, c'est parce que pour une grande partie d'entre elles, elles vont déléguer ce travail-là à des femmes plus pauvres, à des femmes précaires, à des femmes migrantes, à des femmes racisées. Alors, je parle des catégories hommes-femmes, là, depuis tout à l'heure. Et ces catégories sociales, on les justifie souvent par l'existence des catégories biologiques de mâles et de femelles dans l'espèce humaine. Alors, je vous propose la minute scientifique. Vous allez pouvoir juste essayer de réactiver un petit peu les connaissances que peut-être certains et certaines ont sur comment on différencie les mâles et les femelles dans l'espèce humaine. Alors, génique, hormonal, gonadique, phénotypique, chromosomique, génique. Alors, aujourd'hui, dans l'espèce humaine, on parle de 5 critères biologiques pour différencier les mâles et les femelles. Il y a le sexe hormonal. Alors là, c'est pour parler principalement des oestrogènes et de la testostérone. En moyenne, les femmes ont plus d'œstrogènes que les hommes. Et en moyenne, les hommes ont plus de testostérone que les femmes. Mais le taux d'hormones étant très variable d'un individu à l'autre, il existe des femmes qui ont un taux de testostérone élevé, supérieur à des hommes qui ont un taux de testostérone faible. Deuxième critère. Le sexe gonadique. Alors, gonadique, là, c'est pour parler des gonades. Alors, c'est pour parler des testicules et des ovaires, des testicules qui font des spermatozoïdes et des ovaires qui font des ovules. C'est pour parler de la reproduction. Alors, est-ce que si je suis stérile ou si j'ai pas envie de faire d'enfant, est-ce que je suis vraiment un homme ou une femme? Troisième critère, le sexe phénotypique. Phénotypique, c'est plus pour parler d'apparence, de choses, les gènes qui s'expriment. Alors par exemple, ça va être au niveau de l'appareil génital externe. Est-ce que j'ai un pénis ou est-ce que j'ai une vulve et un clitoris? Et puis ça va être aussi au moment de la puberté. Alors il faut savoir qu'il y a quand même un certain nombre de personnes à la naissance, on n'arrive pas à identifier clairement si elles ont un sexe mâle ou femelle. On parle des personnes intersexes, j'y reviendrai tout à l'heure. Et puis à la puberté, ça va être les caractères sexuels secondaires. Est-ce que j'ai de la poitrine, des poils, ou ça Bon, alors c'est vrai qu'avec l'épilation, c'est plus trop nous où on a le droit d'avoir des poils. Alors le sexe chromosomique. Alors là, c'est pour parler des chromosomes sexuels. Dans l'espèce humaine, on a, de manière la plus commune, 46 chromosomes. Sur ces chromosomes, il y en a 2 qu'on appelle chromosomes sexuels, le X et le Y. Alors pour les femelles, en général, c'est XX, et pour les mâles, XY. Mais il existe des femelles qui ont qu'un seul X, des femelles qui ont 3X, des mâles qui ont 2X et 1Y, et même des personnes qui ont une apparence, un phénotype masculin, avec un sexe chromosomique féminin, et puis inversement. Le dernier critère, le 5e critère, c'est le sexe génique. Alors là, c'est pour parler des gènes qui ne sont pas sur ces chromosomes sexuels. Sur les 44 autres chromosomes, il y a des gènes
qui parfois participent aussi en développement mâle ou femelle. Alors, je parlais tout à l'heure des personnes intersexes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, dans la littérature scientifique, on trouve des chiffres qui vont de 1 pour 1000 à 5%, non, 1%, pardon, de personnes intersexes dans la population. Des personnes qui naissent avec un sexe pas clairement identifié, mâle ou femelle. On peut réaliser ça à la naissance, mais ça peut arriver aussi plus tard, au moment de la puberté. Et ces personnes, tout au long du XXe siècle et au début du XXIe siècle, elles ont subi des opérations. À la naissance, on va leur assigner un sexe mâle ou femelle, on va les opérer, et puis en général, une opération ne suffit pas, il en faut plusieurs, et puis des traitements hormonaux. Et ces personnes se sont organisées. Il existe une organisation internationale des personnes intersexes, et puis un collectif intersexe et allié qui existe depuis 2003 en France, et qui se battent en fait contre la pathologisation de leur situation. En fait, le fait de ne pas avoir un sexe clairement identifié, mâle ou femelle, ça n'a pas d'incidence sur leur santé physique, contrairement à tous les traitements qu'elles subissent et qui agissent sur leur santé. Et puis elles se battent aussi pour la fin de l'inscription du genre ou de l'état civil du genre ou du sexe à l'état civil. Alors, la question de savoir si on est des mâles ou des femelles, ça a beaucoup intéressé le monde du sport. D'abord, je vous disais que le sport de compétition, il s'est d'abord construit sur l'exclusion des femmes. En 1928, c'est la première fois que les femmes peuvent participer aux Jeux Olympiques. Et il va falloir qu'elles se battent pour accéder à un certain nombre d'épreuves. Il va falloir attendre 2000 pour qu'elles puissent avoir accès à l'épreuve du saut à la perche, 2012 pour qu'elles aient l'accès à l'épreuve de la boxe, en 2014 le saut à ski, après qu'elles aient porté plainte, et puis l'été dernier, 2017, pour le 50 km marche. Et aujourd'hui, aux Jeux Olympiques, elles n'ont toujours pas le droit au décathlon. En général, les épreuves sont non mixtes, mais des fois, elles sont mixtes. Et puis, en 1992, il y a Zhang Chan, qui est une tireuse chinoise, qui va gagner l'épreuve mixte de tir devant 7 hommes. Et bien, cette année-là, la Fédération internationale de tir va arrêter la mixité de l'épreuve. La question de savoir si on est vraiment des hommes ou des femmes, ça va intéresser la société dès le début des compétitions sportives pour les femmes. On va trouver qu'elles ont trop d'épaules, pas assez de hanches, pas assez de poitrine. Est-ce que ce sont vraiment des femmes? Alors on va mettre en place des tests de féminité. À partir de 1966, toutes les femmes qui veulent concourir aux Jeux Olympiques vont devoir passer des tests de féminité. On va subir des examens gynécologiques et puis des mesures de capacité respiratoire et de puissance musculaire qui doit rester en deçà de la moyenne des hommes. Et puis ensuite, les tests vont évoluer. On va vérifier qu'elles aient bien 2 X. Puis comme ce n'est pas très fiable, on va vérifier qu'elles n'aient pas de Y. Et ça va durer jusqu'en 2000. Jusqu'en 2000, on va, de 66 à 2000, leur délivrer des certificats de féminité. Et puis à partir de 2000, en fait, ces tests ne seront plus obligatoires. Juste en cas de doute. Et c'est comme ça que Semenya Caster, après avoir parcouru l'épreuve du 800 mètres avec une aisance incroyable, en 2009, elle va subir des tests. Et qu'est-ce qu'on découvre? Qu'elle a un taux de testostérone supérieur à la moyenne autorisée pour les femmes dans le monde du sport. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va lui imposer un traitement hormonal pour baisser son taux de testostérone et qui rentre dans la norme des femmes. On se met à donner des traitements hormonaux à des personnes qui sont en bonne santé pour les faire rentrer dans ces catégories mâles et femelles. Alors ça nous donne quand même à réfléchir sur ces catégories. Et
Surtout que les taux sont en train d'évoluer. Là, cette année, ils ont décidé de passer, alors moi je ne me souviens plus en quelle mesure c'est fait, mais de 10 à 5 finalement le taux de testostérone qui est autorisé pour les femmes. Alors selon les années, on n'est pas une femme. Voilà. Cette question de la force physique, ça me fait penser à la réflexion d'une copine il n'y a pas très longtemps qui est maçonne et qui me disait que depuis qu'elle était maçonne, elle était un peu agacée par toutes les préoccupations qu'avaient les gens sur le fait que c'est pas quand même un travail trop physique pour une femme. En fait, il se trouve qu'elle, avant, elle faisait de l'aide à la personne et que personne se préoccupait de savoir si physiquement c'était pas un peu difficile. Alors qu'en fait, quand tu fais de l'aide à la personne, je veux dire, la personne, tu peux pas les découper en sacs de 50 kilos, hein, je veux dire. Et puis en général, tu es seule. Du coup, puis tu es avec une personne vivante dont tu dois prendre soin. Du coup, tu fais quand même d'abord attention à sa posture à elle, de ne pas lui faire mal, au sacrifice parfois de tes propres postures. Alors voilà, hein, finalement, est-ce que les choses sont un peu difficiles, très difficiles pour nous? Faut voir c'est quoi le critère. On va passer au degré 4 de l'échelle de Gordon-Allport qui parle de la question de l'agression. Alors pour les personnes qui seraient persuadées que la mixité garantit l'égalité, ça vaut le coup de faire un petit focus sur la famille qui est en général une cellule mixte. Et il faut savoir que la première cause de mortalité des femmes entre 18 et 44 ans dans le monde, c'est la violence conjugale. Les agressions sexuelles, 83% sont faites par une personne de l'entourage et 25% ont lieu sur le lieu de travail. Alors ça me fait penser à cette copine maçonne qui me racontait aussi qu'elle en avait marre quand elle faisait du stop d'avoir toujours des réflexions qui lui disaient « Oh, mais c'est dangereux, vous ne devriez pas, moi je vous prends parce que c'est pour vous protéger ». Et quand elle était assez patiente, elle prenait le temps d'expliquer qu'en fait, pour une femme, c'était beaucoup plus dangereux de se marier que de faire du stop, hein, quand on regardait les chiffres. Et que finalement, ce qui serait pas mal, c'est plutôt d'encourager nos filles à s'autoriser à être en colère face aux discriminations dont elles peuvent être victimes, plutôt que de leur transmettre toutes nos peurs, parce que la peur, en fait, ça empêche d'être capable de se défendre. La colère, ça aide à réagir, mais la peur, ça tétanise. Il y a Elsa Dorlin qui est philosophe et qui nous parle de police du genre. Elle dit qu'en fait, les minorités, quand elles se font agresser, c'est parce qu'elles résistent. Elles résistent aux places auxquelles on veut les assigner. Et que du coup, c'est important de continuer à résister. Elle dit qu'il faut qu'on désapprenne à ne pas se battre. C'est un peu tordu comme désapprendre à ne pas se battre. Pour elle, en fait, il y a cette idée qu'en fait, on sait tous et toutes se battre, mais qu'en fait, on intègre tellement le fait que finalement, non, on n'a pas le droit de se battre, non, on ne sait pas se battre, qu'on a désappris à se battre. Voilà. Alors, dans les années 90, nous, on était assez critiques de campagnes de prévention sur les violences faites aux femmes. Vous voyez, je ne sais pas, ces grandes affiches où on voyait des femmes avec des corps tuméfiés, ensanglantés, la tête baissée. On se disait, mais qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Est-ce que c'est pour dire aux garçons, voyez comme c'est mal ce que vous faites? Est-ce que ce n'était pas une manière d'exacerber la toute-puissance des agresseurs? En tout cas, nous, ça ne nous allait pas d'être réduites à une position de victime passive. Nous, on préférait participer à des stages d'autodéfense. On essayait d'apprendre des techniques simples pour être capable de se défendre, pour prendre confiance dans notre force physique, dans notre corps. On apprenait aussi à mettre des limites, à être capable de dire non. Alors, c'est vrai que depuis un peu plus d'1 an, là, on nous invite beaucoup à parler, hein, à dénoncer les agressions dont on peut être victime. On nous invite même à aller porter plainte, mais on nous invite peu à être capable de se défendre, à être capable de se battre. Il se trouve que
il y a 2 ans, il y a une serveuse en région parisienne qui a commencé à se faire agresser. D'abord verbalement, avec des insultes sexistes, racistes. Et puis, l'agresseur a commencé à l'agresser physiquement. Il a voulu donner un coup de pied. Elle a réussi à esquiver. Elle a rétorqué par un coup de poing dans le nez. Et puis, elle a réussi à s'enfermer pour se protéger jusqu'à ce que l'agresseur parte. L'agresseur a porté plainte, elle aussi. Mais sa plainte à elle n'a pas été retenue. Et puis, on n'a pas retenu le motif de légitime défense pour la serveuse. Et puis, on a aussi considéré que dans le dossier psychologique, on parlait d'un traumatisme particulier pour cet homme qui s'était fait agresser par une femme, justement parce que son agresseur était une femme et que de ce fait, il ne pouvait pas en parler à son entourage de peur qu'on se moque de lui. Au final, 4 mois de sursis pour la serveuse et 14 000 € d'amende. Bon, alors ça n'empêche pas qu'il faut continuer à se battre. Je vais partager avec vous le travail d'un historien qui s'appelle Fabrice Virgili et qui s'est intéressé à la question des femmes qui ont été tondues au moment de l'épuration. Plus de 20 000 femmes ont été tondues à cette période-là. Cette période, c'est à la fin de la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, en 1945. Il va y avoir des procès pour condamner les personnes qui ont trahi la patrie, qui ont fait alliance avec les nazis, avec le régime de Vichy. Mais pour les femmes, il va y avoir une peine supplémentaire que ne vont pas connaître les hommes, une peine qui n'a pas d'existence légale, c'est le fait d'être tondue sur la place publique. Alors Fabrice Virgili donne 2 explications à cette histoire. La première, c'est qu'en fait, à ce moment-là, on considère les femmes comme des mineurs politiques. On ne pense pas qu'elles ont pu trahir pour des idées. Elles ont forcément trahi par amour, par désir pour leur mari ou pour leur amant. En fait, on considère qu'elles ont trahi par leur corps et qu'on va les punir sur leur corps. Alors les tondre, c'est une manière de s'attaquer à leur chevelure qui est aussi associée à la séduction. La deuxième raison, ça va être qu'il y a besoin de réaffirmer la virilité masculine qui en a pris un coup. Parce que s'il y a eu l'occupation, c'est que l'armée française, en 1940, elle a perdu. Les hommes ont échoué dans leur mission de protéger les femmes et les enfants et la patrie, et leur virilité en a pris un coup. Alors à ce moment-là, il faut réhabiliter la virilité masculine, parce que si le droit de vote est obtenu en 1944, il va falloir quand même au moins une vingtaine d'années pour tous les droits qui concernent le fait que les femmes vont disposer librement de leur corps, que ce soit sur la contraception, les violences, etc. Alors, tondre les femmes sur la place publique, les humilier sur leur corps, c'est une manière de réhabiliter la virilité masculine. À peu près en même temps. Alors, on va passer au 5e degré, extermination. Je vous propose de commencer en revenant sur un moment de notre histoire, la chasse aux sorcières. C'est au XVe, XVIe siècle. À ce moment-là, il y a entre 50 000 et 200 000 personnes qui vont être exécutées, principalement des femmes. Et il y a Silvia Federici, dans son livre « Caliban et la sorcière », qui nous donne 3 explications à cette histoire. Parce que, bon, on dit qu'on exécute les femmes parce qu'elles sont habitées par Satan, mais en fait, il y a d'autres raisons. La première, c'est qu'on est à un moment où il y a eu de nombreuses épidémies, comme la peste noire. Il y a eu des famines, et en fait, il y a la moitié de la population européenne qui a été décimée. Et on va attendre les femmes sur une fonction démographique. Il faut qu'elles fassent des enfants. Et ce qui fait que toutes les femmes qui n'ont pas d'enfants, ou qui maîtrisent des techniques de contraception, des plantes abortives, elles vont être pointées du doigt et exécutées. La deuxième raison, c'est qu'on est dans une période de transition entre ce qu'on appelle le féodalisme, la manière dont la société est organisée pendant le Moyen-Âge, au capitalisme.
avec l'arrivée du capitalisme, en fait, on va attendre que les femmes, elles assurent la reproduction de la force de travail. Ce qu'on veut, c'est qu'elles nourrissent, elles entretiennent les hommes pour qu'ils puissent aller se faire exploiter dans le monde du travail. Et pour qu'elles fassent ça, il faut qu'elles soient dépendantes économiquement des hommes. Alors toutes les femmes qui sont autonomes, qui sont en capacité de subvenir elles-mêmes à leurs besoins, elles vont être montrées du doigt et exécutées. Et puis la troisième raison, qui est votre Silvia Federici, c'est l'arrivée de la médecine scientifique. La médecine scientifique qui va être un domaine réservé aux hommes et qui va se construire en opposition avec la médecine dite empirique. Et ce qui fait que toutes les femmes qui ont des pratiques, des connaissances qui permettent de soigner, de guérir, elles aussi vont être pointées du doigt et exécutées. Alors, ça c'était au XVe et XVIe siècle. Et aujourd'hui, on en est où ? Alors aujourd'hui, on sait qu'en France, une femme meurt tous les 3 jours sous les coups de son conjoint ou de son ex-conjoint. C'est en général des meurtres qui sont traités dans la rubrique des faits divers. Et en 2014, il y a une journaliste qui voit passer un énième titre dans cette rubrique des faits divers, L'amour vache, et qui va décider de mener une enquête. Avec des collègues, elles vont éplucher toutes les rubriques de faits divers dans la presse locale, régionale, nationale, et elles vont retrouver l'identité de 220 victimes qui ont été tuées par leurs conjoints ou leurs ex-conjoints entre 2014 et 2016. Ce qu'elles observent, c'est que ça touche toutes les catégories de femmes, quel que soit leur milieu social, quel que soit leur âge. Par contre, ce qu'elles retrouvent de manière assez commune, c'est que ces meurtres, ils arrivent en général au moment de l'annonce d'une séparation ou de l'officialisation d'une rupture, et qu'ils ont lieu au domicile ou à proximité du domicile. Alors il se trouve que ces femmes, ce ne sont pas que des chiffres. Alors je vais partager avec vous l'identité de quelques-unes des 220 personnes retrouvées par ces journalistes. Angélique, 33 ans, femme au foyer, tuée à coups de hache. Annick, 63 ans, commerçante, tuée à coups de couteau. Amandine, 30 ans, AVS, tuée à coups de marteau. Arminda, 70 ans, retraitée, morte empoisonnée. Sonia, 38 ans, infirmière, tuée à coups de couteau. Céline, 31 ans, conseillère municipale et employée dans un EHPAD, tuée par balle. Kioruna, 41 ans, gérante d'un bar, tuée par balle. Emmanuel, 49 ans, professeur d'anglais, tué par coup. Anaïs, 28 ans, peintre en bâtiment, tuée par balle. Beata, 43 ans, saisonnière, tuée par strangulation. Andrea, 25 ans, buraliste, meurt étranglée. Anne-Marie, retraitée, 84 ans, asphyxiée. Ninon, 20 ans, étudiante en première année d'AES, meurt sous les coups. Je vais m'arrêter là. Et j'espère, Richard, que tu as compris en fait pourquoi ta blague elle m'a pas fait rire. En fait, cette échelle de Gordon Allport, elle nous permet de comprendre que les différents niveaux de discrimination se nourrissent les uns les autres. Et si j'ai pari à ta blague, Richard, c'est pas du tout parce que j'ai pas d'humour. Hein. Nous, les féministes, je veux dire, on a plein de blagues. Elles sont pas toujours plus fines que les blagues sexistes, mais ça nous permet de décharger un peu une partie de la colère et puis de rester en bonne santé. Et je vais partager avec vous une blague qui avait un succès fou dans les années 90, c'était la blague de la pipe pingouin. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent. Alors, il y a Catherine et Richard. Ils sont en couple depuis déjà un moment. Et il se trouve que Richard, un jour, il interpelle Catherine et il lui dit « Écoute, Catherine, je trouve qu'on s'ennuie dans notre sexualité. Tu ne prends pas beaucoup d'initiatives.
Alors Catherine, elle est un petit peu déstabilisée par cette conversation, elle ne s'attendait pas tout à fait à ça à ce moment-là, mais elle dit « Ok, je vais réfléchir ». Puis un jour, Richard, il rentre du boulot, et puis Catherine, elle lui dit « Écoute, j'ai réfléchi à ce que tu m'as dit l'autre jour, j'ai pensé à un truc, la pipe pingouin ». Richard, il connaît pas, trop content. Alors elle lui dit « Écoute, vas-y, on y va tout de suite, vas-y, baisse ton pantalon ». Alors Richard, il baisse son pantalon. Et puis il voit Catherine qui a pris ses valises puis qui est en train de partir. Mais Catherine, mais où tu vas? Mais Catherine, mais où tu vas? Alors voilà. Le féminisme, cette pilule rouge que j'ai prise dans les années 90, ça fait que à un certain moment, je me sens un peu démunie ou seule quand je suis dans des contextes où personne n'a les mêmes grilles de lecture que moi. Mais la plupart du temps, ça me donne quand même plutôt du courage, des outils pour comprendre, pour agir. Et aujourd'hui, je suis très en colère. Je suis très en colère quand j'entends parler de communautarisme pour parler des femmes noires et des femmes musulmanes qui s'auto-organisent pour dénoncer les discriminations sexistes, racistes, islamophobes dont elles sont spécifiquement victimes. En fait, on ne peut pas se passer de leur expertise. Moi, ça me rappelle que dans les années 90, il y a des militants et des militantes qui nous traitaient de fascistes parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on excluait les hommes. Heureusement, je me souviens aussi que c'était précieux d'avoir quelques gars qui comprenaient pourquoi on s'organisait comme ça, puis qui prenaient en charge une partie du travail pédagogique. Ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est que si on a envie d'aller vers une société plus juste, plus égalitaire, il va falloir qu'on se soutienne les uns, les unes, les autres, quelles que soient les minorités auxquelles on appartient, que ce soit en tant que transpédéguine, en tant que personne issue des quartiers populaires, personnes racisées, femmes, qu'on se soutienne dans l'auto-organisation de nos luttes, qu'on relaye nos revendications. Et parce qu'en fait, on ne peut pas se passer de l'expertise des premières personnes concernées pour avancer. Puis sur la question du patriarcat, je me dis qu'on a pas mal de choses sur lesquelles on peut agir. Hein. Déjà, on peut continuer à se retrouver entre femmes pour se transmettre l'histoire de nos luttes, pour réfléchir ensemble à nos stratégies d'émancipation. Et puis, on peut tous et toutes être vigilantes à notre langage, à nos manières d'écrire, de parler pour visibiliser les femmes. On peut aussi faire attention à ce qui nous fait rire ou pas. On peut de temps en temps faire un petit pas de côté pour observer qu'est-ce qui se passe dans nos maisons, nos collectifs, au travail, dans la rue. Et puis, je me dis que j'espère aussi que j'ai donné envie à certaines de pédaler. Juste avant, je veux quand même partager avec vous une dernière citation. Une citation, vous allez pouvoir essayer, en même temps que je la lis, de vous demander de quand ça date. Le genre masculin ne sera plus jamais regardé, même dans la grammaire, comme le genre le plus noble, attendu que tous les genres, tous les sexes et tous les êtres doivent être et sont également nobles. Alors, ça date de 1792, l'article 3 d'un projet de loi proposé par des femmes à l'Assemblée pour abolir le privilège masculin. Alors voilà, c'est dans cette histoire-là qu'on s'inscrit, et puis on va continuer, puis on va gagner. Et j'espère que j'aurai donné envie à certaines de pédaler. Parce qu'il y a un truc dont je ne vous ai pas parlé, c'est que quand on pédale, comme dans plein d'autres sports d'endurance, en fait, au bout d'un moment, on se met à sécréter des endorphines. Les endorphines, ça a une structure moléculaire proche des opiacés. Ça se diffuse dans tout le cerveau, le système nerveux, ça donne du plaisir, ça permet de lutter contre l'anxiété, la dépression. Et alors moi, au bout d'un moment, quand je pédale, je me mets à me dire que finalement, la couleur de nos peaux, la forme de nos sexes, ça aurait finalement pas plus d'importance que la longueur de nos nez. Et puis, je me dis aussi que le top 1 des blagues, ça pourrait être celle de Paf, le hérisson. Alors, vous voyez, il y a un hérisson qui traverse la route, puis là, il y a une voiture, et là, paf, le pneu.
Mais bon, en attendant, moi je continue à pédaler et puis à chanter et oui, je suis féministe, ça vous gêne, les fascistes, les gauchistes, surtout les psychanalystes. J'aime beaucoup les autres femmes, ça vous gêne, là où je place ma flamme. Et oui, c'est en vous, mesdames. Et si je ne suis pas sage, ça vous gêne, ça passera pas avec l'âge. Je ne veux pas de vos cages, je ne veux pas de vos cages, ça vous gêne. Je dépasse mes blocages, c'est ce qui vous met en rage. La 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 la. Je me suis fait une petite pompe parce que après, je sais jamais les derniers trucs qu'il faut que je dise parce que voilà, je voulais remercier vraiment Maga qui a assuré toute la régie lumière, tout ça. Je voulais aussi remercier Gisèle Jacquemet qui m'a accompagnée pour toute la création graphique. Casa qui n'est pas là ce soir mais qui a accepté de croquer tous ces portraits de femmes à partir de photos trouvées sur internet toutes petites. Et puis on va pouvoir aller papoter autour d'une tisane juste derrière les paravents.